18h15 sur BFM Business. Et donc Manon Aubry qui est avec nous, députée européenne, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Bonsoir Madame Aubry. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce qui nous attend. Alors, ce qui d'après vous nous attend en 2024, puisque j'ai lu ça sur votre blog je crois. Vous nous annoncez le retour de l'austérité en 2024 en France, en Europe. À cause de quoi ? À cause de cette nouvelle mouture du pacte de stabilité et de croissance que Bruxelles a présenté la semaine dernière. Qu'est-ce qui, dans ce projet, vous laisse penser que nous allons vers l'austérité? Et c'est quoi pour vous l'austérité, Manon Aubry, finalement? Alors commençons en effet par ce que sont ces règles qui sont issues du pacte de stabilité et de croissance. C'est les fameux critères des 3% de déficit et 60% de dette. Qui n'ont pas changé, hein, eux. Hein. Qui n'ont pas changé et qui sont des critères qui ont été inventés sur un coin de table. Hein. Et y compris ceux qui l'ont inventé ont dit non, en fait ça aurait pu être 2, ça aurait pu être 4. On est les seuls pays au monde, les pays de l'Union européenne, à appliquer arbitrairement ces règles. Et il se trouve que ces règles ont été suspendues au plein cœur de la crise du Covid. Bon. Donc on s'est quand même aperçu que couper dans les services de santé, c'était pas forcément la bonne idée. On a compté, il y a eu 63 fois des recommandations de la part de la Commission européenne de couper dans les services de santé. Et donc ces règles, elles ont été suspendues jusqu'en 2024, qui est l'année où est censée être introduite une réforme de ces règles. On avait beaucoup d'espérance et beaucoup d'attentes. On s'est dit, bon, ça y est, ils sont tous aperçus que ces règles ne fonctionnent plus et on va penser à un autre cadre de coordination, parce que je pense qu'il faut quand même coordonner les politiques économiques au niveau européen. Et en fait, derrière une forme de flexibilité maquillée, en réalité, on va donner un peu plus de temps aux États pour se conformer, mais on va renforcer les sanctions. Et c'est là que je dis que c'est le retour de l'austérité. Parce que jusqu'à présent, en fait, les 3% de déficit étaient utilisés comme un totem, mais il y avait très peu de sanctions au niveau européen. On a compté 170 infractions à ces règles et 0 sanction. Et donc, qui dit sanctions, dit derrière des États qui vont devoir Elles n'ont jamais vraiment été appliquées, ces sanctions, il faut le dire. C'est vrai. Franchement. Hein, et oui, et justement, là, ce qui va être fait, c'est, pour une fois, les sanctions vont être appliquées. Ce qui veut dire que la France, et d'ailleurs Emmanuel Macron, il s'est déjà engagé à retourner sous la barre des 3% d'ici la fin du quinquennat en 2027. Concrètement, c'est nos services de pédiatrie là qui sont complètement sous l'eau et saturés. Bah, des moyens qu'on devrait investir dans les services de pédiatrie ne sont pas faits parce que ça veut dire être au-dessus des 3% de déficit. Mais justement, ce pacte, c'est aussi plus de flexibilité sur la réduction de la dette. Non, en réalité, là, ce que propose la réforme de la Commission européenne, c'est d'avoir entre 2 et 4 ans de plus pour se conformer. Mais honnêtement, avec la possibilité pour les États de pratiquer leur propre feuille de route, justement, d'arbitrer entre impératifs et les investissements d'avenir. Sauf que les objectifs n'ont pas été changés. Par exemple, je vous fais la démonstration que je ne suis pas hostile à un cadre de coordination. Si demain la Commission européenne disait il nous faut l'enjeu de notre temps, on va en parler après, c'est un enjeu climatique. L'enjeu de notre temps, c'est la lutte contre les inégalités. Et les investissements des États doivent être tout droit dirigés dans cette direction. Voici les objectifs que nous nous fixons et les recommandations qui découlent de cela, qui sont par ailleurs décidées démocratiquement et collectivement, ce qui n'a pas été le cas pour là les règles austéritaires qui sont imposées par la Commission européenne. Alors oui, on pourrait en discuter, sauf que c'est pas du tout le cas. Dans le dernier programme de stabilité envoyé par la France à la Commission européenne, Emmanuel Macron s'engage par exemple à faire 8 milliards d'euros d'économies avec la réforme des retraites. Voilà les conséquences concrètes de règles absurdes qui ont été inventées à Bruxelles et qui ont des conséquences dans nos vies. Est-ce qu'au-delà des critères sur lesquels on est en train de discuter, mais est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu finalement, quand vous savez que nous allons sans doute passer allègrement d'ici quelques semaines, quelques mois la barre des 3 000 milliards d'euros d'endettement public en France? Est-ce que c'est pas de ça qu'il faut se soucier quand même, Madame Aubry, quand les marchés financiers vont commencer à nous rattraper? Vous voyez ce qui se passe au Royaume-Uni? Est-ce que vous dites pas, demain, les marchés financiers peuvent tomber sur la France comme ils sont tombés sur le Royaume-Uni avec une férocité absolument absurde. La différence du Royaume-Uni, c'est que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et je pense qu'ils ont payé un prix important. La zone euro, elle est extrêmement forte et aujourd'hui, vous voyez, en 2 ou 3 ans, on a augmenté notre taux de déficit et de dette en France, mais comme dans la plupart des États européens, et pour autant, il ne s'est rien passé parce que ce sont des écritures comptables. Parce que les banques centrales sont toujours là, ce qui sera pas toujours le cas, qui sera de moins en moins le cas. Et je pense que la question d'une politique monétaire, elle doit se poser dans un cadre démocratique également. Aux États-Unis, au Japon, dans tous les autres pays du monde, on discute démocratiquement de l'orientation de la politique monétaire et elle doit être mise, je pense, aussi au service de la lutte contre le changement climatique et les inégalités. Donc, vous le voyez, je pense que on peut s'accorder sur un cadre de coordination des politiques économiques, arrêter de fixer des objectifs qui sont des objectifs qui sortent de nulle part et qui n'ont aucune validité
stabilité économique et de cette manière-là prendre une autre direction que celle qui nous est imposée, qui est une véritable direction de l'austérité, qui veut dire des sacrifices pour le service public. De l'austérité, c'est pas que comme une taille intermédiaire, Madame Aubricht. Non, bien sûr. Quand vous voyez, aujourd'hui, on est au moins au double du taux de déficit vers lequel on doit s'acheminer pour 2027. Ça veut dire concrètement des économies drastiques dans notre système de santé qui est déjà complètement en asphyxie. Donc oui, pas que dans le système de santé, mais aussi dans le système de santé. Je vous prends un exemple concret. Oui, mais il se trouve que dans les dernières discussions budgétaires, à la fois au projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale, le gouvernement a refusé davantage d'investissements justement en utilisant cet argument des 3% de déficit. Soit dit en passant, si le gouvernement veut de nouvelles recettes fiscales, oui, on en a proposé tout un certain nombre, que ce soit la taxe sur les super profits, la taxe sur les super dividendes proposée par sa propre majorité du MoDem. Donc vous le voyez, la question n'est pas seulement la question des dépenses, on est sans problème là pour discuter aussi la question des recettes. Et manifestement, Emmanuel Macron et la Commission européenne refusent aussi d'aller chercher l'argent là où il est. Mais vous êtes d'accord quand même pour dire que ce pacte, tel qu'il est repensé, c'est quand même moins d'ingérence justement de l'Union dans la gestion des budgets nationaux ? Non, c'est pas vrai. Quand les sanctions sont beaucoup plus importantes, en réalité, c'est davantage d'ingérence. Qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle? C'est que souvent, les 3% de déficit sont utilisés, on va se le dire, comme une excuse par les gouvernements. Vous l'avez dit vous-même, il y a très peu de sanctions qui sont appliquées. Si à la fin, le bâton est plus sévère et que les sanctions sont plus importantes, alors les États vont appliquer avec davantage de zèle les recommandations de la Commission européenne. Donc, au contraire, ça leur donne davantage de poids et d'où mon inquiétude et l'inquiétude qui doit être, je pense, la nôtre. Et ce, alors qu'un consensus se dégageait pour dire que ces règles n'avaient plus aucun sens. Emmanuel Macron lui-même disait qu'il fallait les revoir. Je ne comprends pas pourquoi on garde ces objectifs sur la table. Alors, ces règles n'ont plus aucun sens. Est-ce que les grandes réunions internationales ont toujours du sens? Je pense notamment à la COP, évidemment, 27, qui vient de s'ouvrir en Égypte. On a commencé cet entretien avant d'être en direct en disant toutes les deux qu'on était à Glasgow l'année dernière. On sait qu'aujourd'hui, les chances de dépasser un réchauffement à 1,5 degré, eh bien, elles sont très mince, de ne pas dépasser. Est-ce que vous pensez que ces rendez-vous ont encore un sens ? J'aimerais que la COP 27, elle soit une COP qui permette aux États du monde entier de prendre des engagements qui leur permettent de respecter l'engagement initial qui date de quand même il y a 6 COP, la COP 21, et d'être dans la trajectoire de 1,5 degré maximum de réchauffement. Le fait est que aujourd'hui, le GIEC le dit. De toute façon, aujourd'hui, on n'y est pas. Non, on n'y est absolument pas. Aujourd'hui, si vous prenez tous les engagements des États, vous êtes au mieux autour de 2,5 degrés, si tant est qu'ils respectent leurs engagements. Sachant qu'on n'a quasiment aucun État, la France y compris, qui a été condamné pour inaction climatique, qui ne respecte pas ses engagements. Ça, c'est le premier enjeu de cette COP. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose à en attendre quand on voit à quel point ces engagements sont balayés. Et le deuxième enjeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut des mesures coercitives, je pense, pour assurer que les gouvernements tiennent leurs promesses? Je pense qu'il faut des mesures coercitives. Si vous voulez, à la fin, sinon, le prix de toute façon à payer sera beaucoup trop grand. Et il y a souvent une logique des politiques qui est assez court-termiste, qui consiste à défendre dans le court terme en disant on essaie de se protéger de la catastrophe, mais en fait la catastrophe elle va arriver plus vite que prévu. On le voit avec les immenses inondations au Pakistan, etc. Et qu'un des enjeux de cette COP, c'est aussi la question qu'on appelle des pertes et dommages d'un fonds qui doit être notamment financé par les États les plus riches, les plus pollueurs, en faveur des États qui subissent déjà les effets du changement climatique. Et de ce point de vue-là, abondé encore. Exactement. Il y avait un engagement là aussi de la COP 21 à 100 milliards. On n'en est qu'à 300 millions de récupérer. Et en réalité, les besoins entre-temps ont largement grandi. On estime que d'ici 2030, c'est au moins 300 milliards d'euros qui seront nécessaires pour faire face déjà aux impacts du changement climatique. Donc vous le voyez, dans le même temps, on doit faire face aux impacts du changement climatique et en même temps changer nos pratiques. Il y a urgence. Et là aussi, je reviens à Emmanuel Macron, il faut de la cohérence. Quand il refuse d'investir dans la rénovation thermique et utilise le 49.3 pour revenir sur un amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale, alors il y a de quoi être désespéré ou mener la bataille encore plus forte, parce que moi je fais partie d'une génération qui, je pense, est condamnée à l'inaction climatique sauf à un réveil, à un sursaut, et c'est ça que j'appelle de mes voeux. Il faut évidemment mener la bataille encore plus Même si vous avez vu qu'on nous prépare déjà une poursuite des discussions au-delà de vendredi, date à laquelle les discussions devaient s'achever. Hein. Voilà, vous craignez le communiqué sans saveur du vendredi, du dimanche ou du lundi matin finalement. On sait souvent comment ça se déroule, la COP, c'est sans fin, mais à la fin c'est beaucoup de diplomatie. Je souhaite qu'au-delà de la diplomatie, il y ait surtout beaucoup d'actes. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Manon Aubry. Merci de passer nous voir, la députée européenne LFI, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.